Le compost fait partie de la vie des humains depuis... j'ai pas trouvé l'année, là, mais ça doit faire plusieurs milliers d'années, en tout cas depuis l'ère agricole. Depuis quelques années, toutefois, les municipalités du Québec et de partout à travers le monde ont mis la main à la pâte et ont aidé les citoyens en leur offrant, en fait, la cueillette de matières résiduelles des déchets de leur cuisine. Aujourd'hui, je prends l'idée que m'a donnée une abonnée il y a une semaine ou deux, donc simplement Patricia, qui voulait en savoir plus sur le compost. Donc voici la capsule, tout sur le compost. Premièrement, en quelques secondes, c'est quoi le compost? C'est un engrais gratuit. C'est un mélange fait des déchets de l'homme, des déchets de la nature, mais ça reproduit ce que fait déjà la nature, donc c'est-à-dire un procédé de transformation biologique qui permet par la suite de revaloriser les sols. Parce que le compost, c'est vivant. La récupération des matières organiques stimule l'activité des micro-organismes. Ça libère des éléments nutritifs et ça prévient la sécheresse parce que ça absorbe l'eau, ça la retient. Là, vous allez me dire, Maud, c'est un petit peu niché une capsule juste sur le compost. Vous seriez surpris. J'ai eu beaucoup de questions dans la dernière année par rapport à ça parce que j'en ai parlé dans ma vidéo où je répondais à vos questions. Puis on m'en pose des fois sur Instagram. Et justement, je vous ai redemandé cette semaine si vous aviez d'autres questions auxquelles je pouvais répondre dans cette vidéo et vous avez été vraiment beaucoup. Même si la ville de Montréal, la ville de Québec, de Sherbrooke, peu importe les municipalités, essaie de mettre ça clair. Je pense que ce n'est pas assez parce que visiblement, les gens sont dans le flou. Là, je vais faire de mon mieux pour satisfaire vos cerveaux assoiffés. J'ai eu comme 15 questions différentes qui concernaient soit le compost des municipalités, soit le compost maison. Je vais vraiment faire de mon mieux. J'ai appelé la ville cette semaine pour avoir réponse à ces questions-là. J'ai eu quelques réponses, mais c'était pas très satisfaisant. Mais heureusement, j'ai découvert que j'ai la chance d'avoir une abonnée qui travaille justement dans la gestion des matières résiduelles de Huntsic, plus précisément pour l'organisme Ville en Vert, et qui a pu répondre à mes questions avec beaucoup plus de certitude et de clarté. Donc, à la lumière de tout ça, je vais diviser cette capsule en plusieurs catégories, les suivantes. Où et comment fonctionne le compost de la ville? Donc, qu'est-ce qu'ils font une fois que le compost est prêt? C'est quoi le deal avec les feuilles, les résidus verts, là, les matières vertes qu'on n'a pas le droit de mettre dans la plupart des municipalités de Montréal, du moins? Quoi mettre, quoi ne pas mettre dans son bac? Dans quoi mettre notre compost? Comment faire un compost maison même si on est dans un tout petit espace? C'est quoi le deal avec les déchets animaux ou même les déchets humains? Et finalement, comment faire pour éviter les odeurs quand on garde notre compost à l'intérieur? Il me semble que c'est assez complet, ça. Bon, premièrement, comment fonctionne le compost des municipalités? Évidemment, je ne peux pas répondre pour toutes les municipalités parce que la gestion des matières résiduelles varie vraiment d'une ville à l'autre et même d'un quartier à l'autre. Donc, je vais me concentrer beaucoup sur Montréal parce que c'est ce que je connais et c'est aussi parce que j'ai plus de chances de tomber sur des gens de Montréal, en tout cas plus que ceux de Victoriaville. Mais j'ai l'impression que la plupart des municipalités en 2020 offrent la cueillette de matières résiduelles. En tout cas, s'ils ne le font pas dans votre municipalité, probablement que vous êtes assez éloigné pour avoir la chance d'avoir un grand terrain, donc de le faire à la maison. Mais ça, je vais y revenir. Donc, où vont nos déchets alimentaires quand on habite à Montréal? Encore une fois, ça peut dépendre des quartiers, mais pour la majorité de l'est de Montréal, donc ça, c'est tout ce qui est à l'est de Westmount, du marché à Toiteux, de Ville-Saint-Laurent à peu près, là, ça s'en va dans la municipalité de Saint-Thomas, qui est dans le coin de Joliette. Donc, vous avez bien compris, pour l'instant, il n'y a pas de centre de traitement de déchets alimentaires de compost sur l'île de Montréal. Il y en a un qui est en train de se faire construire à Ville-Saint-Laurent. Il est prévu pour 2021-2022. Et il y a aussi un centre de biométhanisation, donc c'est un autre procédé peut-être plus rapide. Je rentrerai pas là-dedans, qui va se développer dans Montréal-Est cette fois-ci, plus pour 2022. Mais ça se peut que vous habitiez dans une ville où les déchets alimentaires sont traités sur place. Aux îles de la Madeleine, c'était le cas, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les îles de la Madeleine. Si vous allez sur le site de votre ville, de votre municipalité, même de votre MRC, souvent il va y avoir un onglet gestion des déchets, compost. Puis là, s'il y a comme une fierté autour du fait qu'on traite le compost ici, que vous pouvez vous-même, en tant que citoyen, aller chercher votre compost pour le ramener à la maison, c'est que c'est fait sur place. Si on parle pas, d'après moi, c'est parce que c'est fait dans une autre ville, mais vous pouvez toujours appeler. Puis en effet, pour moi, c'est pas trop clair, mais pour les immeubles où il y a plus de 8 logements, c'est assez difficile au niveau de la logistique d'offrir la cueillette de matières résiduelles. J'ai appelé à la Ville de Montréal, elle m'a dit que c'était vraiment quelques exceptions des gros immeubles qui ne l'offraient pas. Ça dépendait des rues commerciales. C'est possible qu'un immeuble à 8 logements ou plus fasse du compost, qu'on puisse composter. Alors, juste à mettre l'adresse sur le site Internet si la personne veut savoir quand est-ce qu'il passe. Mais l'exclusion, c'est juste pour les rues commerciales. Et il y a des particularités pour le village olympique. Je pense que ça dépend des quartiers. En tout cas, Gabrielle Lauzon, elle m'a dit que
normalement, c'est trop de logistique, donc c'est sûr que ça s'applique à Huntsic parce que c'est ça son quartier, le quartier pour lequel elle travaille. Mais encore une fois, si vous voyez pas de petits bacs bruns en face de votre immeuble d'appartement de plus de 8 logements, c'est que sûrement il le ferait pas. Mais je vais revenir justement là-dessus dans la vidéo, comment faire son propre compost chez soi, même si on habite en appartement. On reprend son souffle. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font quand le compost est prêt? Encore une fois, ça dépend des villes. J'ai trouvé une petite capsule sur le site de la Ville de Montréal qui explique comment c'est fait à Montréal, la gestion des matières résiduelles. Je vais le mettre bien sûr en description. Mais c'est sûr qu'ils vont jamais laisser le beau compost là pour rien. Il va être réutilisé. Dans certaines villes, le citoyen peut lui-même arriver avec sa chaudière, sa pelle, puis en ramener chez eux pour quelques dollars. Des fois même, ça pourrait être gratuit, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas sûre. Mais sur tous les sites, en tout cas sur le site de la Ville de Montréal, c'est vraiment redistribué aux citoyens à des fins d'horticulture, d'aménagement paysager et d'épandage sur des terres agricoles. Mais si vous voulez savoir, à Montréal, à Saint-Michel, normalement, on peut aller chercher des matières de résidus verts, en fait, qui sont comme du compost de feuilles. En ce moment, c'est pas possible à cause de la COVID. Mais ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi le deal avec les feuilles, les résidus de feuilles, de fleurs, le gazon, les branches? À Montréal, on n'a pas le droit, du moins dans l'est de Montréal, on n'a pas le droit, si vous ne le saviez pas, de le mettre dans notre bac. Pourquoi? Parce que dans Montréal-Ouest, on a le droit. Donc pourquoi cette discrimination? Gabrielle Lauzon de Ville-en-Vert m'a offert une réponse assez satisfaisante, merci. C'est une question d'équilibre. En fait, si vous ne le saviez pas, pour avoir un compost équilibré, il faut vraiment un bon dosage de déchets alimentaires de la cuisine et de déchets verts, donc qu'on retrouve ici, donc les feuilles d'automne. C'est ce qui fait qu'un compost, entre autres, est de bonne qualité. Dans l'ouest de la ville, les terrains sont beaucoup plus grands, donc les gens ont vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour mettre des matières vertes dans leur compost avec leurs déchets alimentaires. Alors que dans l'est de la ville, c'est beaucoup plus urbanisé, c'est beaucoup d'appartements, de maisons de ville, donc très peu de matière verte à mettre dans le bac, qui fait en sorte que ça serait très peu équilibré. Parce que dans l'ouest, ça s'équilibre tout seul, tout le temps. Alors, quand ils amènent nos déchets alimentaires dans l'est de la ville à Saint-Thomas, ils vont mélanger nos déchets alimentaires avec des déchets, des feuilles, des branches de la ville de Saint-Thomas pour créer un compost équilibré. Donc, si comme moi, vous habitez dans l'est de la ville et que vous avez un petit terrain, donc vous ne savez pas quoi faire avec vos feuilles, avec vos branches, bien, regardez sur le site Internet de votre quartier. Ça va être indiqué quand est-ce qu'ils vont venir les ramasser. C'est quelques fois par année, il ne faut vraiment pas le manquer. Ensuite, quoi mettre et quoi ne pas mettre dans son bac de compost? Pour certaines personnes, c'est encore flou. Par exemple, le carton. Est-ce qu'on a le droit de le mettre, le carton souillé? Donc, n'importe quel carton souillé? Oui, avec de la nourriture, oui. Puis les cartons pas souillés, ça vaut pas la peine. On est mieux de mettre ça dans le recyclage? Dans le recyclage. OK. Ensuite, les bouchons de liège, on me l'a demandé. Les bouchons de liège sont acceptés? Non, c'est recyclable. OK. Voilà, donc c'est clair, on ne peut pas mettre les bouchons de liège. Puis tout ce qui est essuie-tout, mouchoirs, cheveux, ongles, allez-y. Mais ne jamais mettre de plastique, même si le plastique est écrit compostable dessus, mettez-le pas. Ce qui m'amène à une autre grande question existentielle, les sacs de plastique compostables qui sont distribués par la ville. C'est une bonne affaire ou c'est pas une bonne affaire? On peut utiliser du papier essuie-tout, papier journal ou des sacs compostables. OK. Donc là, la madame de la ville a dit que c'est correct. Par contre, c'est pas la première fois que je vois ça. Puis Gabrielle Lauzon de Ville-en-Vert me l'a pas mal confirmé. C'est mieux de jamais mettre de sacs de plastique, même ceux qui sont compostables, même ceux qui sont distribués par la ville. En fait, ce qu'elle m'a écrit, c'est que de manière générale, les sacs de plastique, qu'ils soient compostables ou pas, vont toujours se retrouver dans les sites d'enfouissement. Par exemple, une fois que nos matières organiques de la cuisine se ramassent à Saint-Thomas, les camions sont vidés, la machine fait de son mieux pour éventrer les sacs pour permettre aux résidus alimentaires de sortir. Ensuite, il y a du tamisage pour enlever tous les sacs de plastique, qu'ils soient compostables ou pas. Donc, tous ceux qui mettent leur compost dans des sacs de plastique compostables, il y a une machine qui essaie de l'enlever. Donc, ça, c'est comme un coût de plus à la ville. C'est un effort de plus. C'est une énergie de plus dépensée par la planète. Puis ensuite, ben ces sacs-là sont quand même envoyés à l'enfouissement. Puis bon, il y a des morceaux de sac qui vont passer à travers le tamisage, puis qui vont se retrouver avec les résidus alimentaires pour se faire composter. C'est à ce moment-là que c'est pas trop problématique. Si votre sac compostable n'a pas réussi à se faire tamiser par la machine puis se ramasse avec le reste des résidus alimentaires, il va finir par se composter, mais juste beaucoup plus lentement. Donc c'est ça le problème avec les sacs compostables, c'est qu'ils se compostent jamais au même rythme. En fait, ils se dégradent jamais au même rythme que une pomme, une carotte, etc. C'est pas épouvantable, mais c'est pas l'idéal non plus. Donc moi, ce que je dis, c'est mettez un petit peu de papier journal au fond de votre bac beige.
Puis ça va absorber l'excédent d'humidité. Ou sinon, j'ai beaucoup d'amis qui vont utiliser des sacs de plastique ou même vont mettre leur compost dans un carton de pizza. Vu que les cartons de pizza souillés, eh bien, ils se compostent. Donc, il y a plein d'autres manières de composter chez soi puis de se faire ramasser notre compost par la ville sans avoir à utiliser des sacs compostables de plastique. Puis je me rappelle quand j'avais fait ma vidéo sur Posez-moi des questions, il y a une fille qui m'avait commenté après « Est-ce que l'encre est toxique pour la terre? » Puis le papier journal, il n'y a pas de danger avec l'encre qui serait toxique? Non, pas du tout. Pour la terre, OK. Donc apparemment non, ça semble bien correct de mettre du papier journal dans votre compost. Ce qui m'amène à la différence entre biodégradable et compostable. On me l'a posé souvent, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo où je réponds à vos questions. Un sac de plastique biodégradable, ça reste un sac de plastique. C'est vraiment du plastique dont les particules se décomposent juste plus rapidement. Il y a comme un procédé qui fait en sorte que ça se décompose super rapidement. Donc la différence avec compostable, c'est tout simplement que je pense que compostable va se décomposer un petit peu plus au rythme des résidus alimentaires, mais pas tant que ça. En tout cas, j'ai trouvé plein de liens qui l'expliquent de façon beaucoup plus poussée que ce que je suis en train de faire, que je vais mettre en description. Ensuite, comment faire notre compost soi-même si on n'a pas de cours et que notre ville n'en ramasse pas? C'est possible de faire son compost soi-même si on n'a pas le privilège de se le faire ramasser par la ville et qu'on n'a pas non plus le privilège d'avoir un grand terrain. Alors, vous pouvez vous acheter un lombricomposteur. Il y en a de toutes les qualités, entre 30 $ et 150 $. Donc, un lombricomposteur, c'est une boîte avec des verres. Donc, faut pas avoir peur des vers de terre. Moi, ce serait too much d'avoir ça dans ma cuisine. Si c'est bien géré, ça sentira pas, mais il va y avoir des vers de terre dedans. Donc, vous mettez vos déchets alimentaires dedans, les vers de terre font leur travail. Vous avez par la suite un beau compost à utiliser pour vos tomates de balcon. Si ça vous tente pas un lombricomposteur, vous pouvez tout simplement utiliser un pot, genre en terre cuite de plantes de fleurs qui est troué au fond. Puis le recouvrir d'un couvercle, puis mettre vos déchets alimentaires dedans, puis le faire tourner souvent, puis le mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, ce qu'il faudrait faire si vous faites votre propre compost maison avec un pot en terre cuite, c'est d'avoir vraiment un bon équilibre. Je pense que c'est la même chose pour le lombricomposteur, puis c'est la même chose si vous avez un compost maison gros comme celui que j'avais derrière moi tout à l'heure. Donc, il faut des matières vertes, des matières brunes, donc des feuilles mortes, du papier journal, du papier à main brun, des contenants d'œufs, pour que le compost soit réussi. Il faut garder en tête qu'il faut 2/3 de déchets humides pour 1/3 de déchets secs. Les déchets humides, c'est donc les déchets de la cuisine, les pommes, les carottes, les oignons, tout ça. Puis les déchets secs, c'est les cartons, les feuilles mortes, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous touchez votre compost puis que vraiment, là, il est mouillé, il faut ajouter des feuilles, il faut ajouter du carton. Si vous touchez votre compost puis qu'il est pas mal plus sec, ben là, on rajoute des fruits et légumes puis des déchets de la cuisine. L'autre affaire, c'est qu'on peut pas mettre dans un compost maison ce qu'on met dans le compost qui est ramassé par la ville. Par exemple, les coquilles de noix, on peut pas mettre les os, puis on peut pas mettre les déchets de la mer. C'est bien important. Ça m'amène à ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre les déchets de notre chien, les déchets de notre chat et de nos animaux et même nos propres déchets humains dans le compost de la ville, du moins? En fait, c'est que l'engrais qui est issu d'animaux carnivores comme les chats, les chiens est différent de celui des herbivores. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur un site dont je vais vous mettre le lien. Parce que ça se décompose pas très bien, donc ça va pas très bien se décomposer le caca de votre chien ou le caca de votre chat. Mais c'est surtout que ça peut attirer beaucoup de parasites, donc ça peut être assez nuisible pour la ville qui essaie de faire un compost sain et équilibré. Il y a toutes sortes de bactéries qui peuvent se développer là-dedans. Puis ça peut ensuite être dangereux pour la santé humaine si on met ça dans nos tomates. Je pense que c'est la même chose pour les déchets humains. On peut pas dire aux gens mettez pas votre marde dans le compost parce qu'on sait pas ce que vous mangez. Mais c'est un petit peu ça. On sait pas ce que les gens mangent, les médicaments qu'ils prennent. Il peut y avoir beaucoup de choses toxiques dans les excréments d'un humain. Après ça, si vous avez votre propre technique à la maison de fumier d'humain vegan, je vais pas m'opposer. Parlant de fumier humain, ok, drôle de transition, comment faire pour éviter les odeurs de notre petit bac beige à l'intérieur de notre appartement? Ben, je sais que beaucoup de gens n'osent pas faire du compost à cause des odeurs. Je vais revenir à la question d'équilibre. 2/3 de déchets de la cuisine, 1/3 de déchets bruns. Évidemment, à Montréal, dans l'est de Montréal, on ne peut pas mettre dans notre bac des feuilles mortes. Donc, on se concentre vraiment sur les cartons d'œufs, les cartons souillés, les essuie-tout, les mouchoirs. Puis je vous jure, là, moi, quand je le fais, là, 2/3 d'aliments de la cuisine avec 1/3 de matière de cartonnée brune, ça sent rien.
ça sent vraiment rien. Si vous n'avez pas assez de matière brune pour venir équilibrer, ben mettre le compost dans le congélateur. Faites-vous une place. J'ai beaucoup d'amis qui le mettent dans un sac de papier puis qui n'utilisent pas vraiment leur petit bac beige qui est donné par la ville. Si vous voulez garder votre bac beige, par contre, puis que vous, les sacs à papier, ça vous tente pas d'en acheter, ce qui est comprenable, essayez de mettre du bicarbonate de soude, du papier journal au fond. Puis à chaque fois que vous mettez un petit peu de déchets alimentaires, vous saupoudrez d'un peu de bicarbonate de soude, puis avec ça, il ne devrait pas avoir d'odeur. Et il y aurait bien sûr aucun verre qui aurait la possibilité de se développer. C'est ce qui met fin à ma petite vidéo explicative sur le compost. J'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. Il y en a peut-être d'autres qui vont émerger des réponses que j'ai essayé de vous donner. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Je vais peut-être avoir la chance de faire une autre vidéo dans ce thème-ci et de pouvoir y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce. Ça m'aide toujours de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je parle de changement climatique, de féminisme et de plein d'autres choses liées à la nature sur cette chaîne. Suivez-moi bien sûr sur Instagram. C'est là où vous pouvez le plus entrer en contact avec moi puis voir un petit peu plus mon quotidien. Je remercie bien sûr Gabrielle Lauzon d'être venue à mon secours. Je suis consciente que c'était très niché mes questions. Donc je remercie quand même la dame qui a pris de son temps pour moi. Là-dessus, je vous invite à consulter mes liens en description où est-ce qu'il y a toutes mes sources puis plus d'explications si vous êtes encore assoiffé d'informations sur le compost. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle soirée puis à très bientôt.